Bonjour SNCAM et bienvenue dans votre cours de géographie en vidéo. Alors, nous allons poursuivre le thème du programme, à savoir que avant de commencer le nouveau chapitre, je vais reprendre le premier chapitre qu'on a vu en cours parce que nous n'avons pas eu le temps de faire la leçon. Donc, nous en étions au thème 2 des ressources limitées à gérer et à renouveler. Et la question qu'on se pose, c'est comment répondre aux besoins croissants de l'humanité sans épuiser des ressources souvent non renouvelables. Notre premier chapitre s'intitulait Eau et énergie, des ressources à ménager. Le vocabulaire qui accessoirement dans toute votre scolarité est primordial. Qu'est-ce qu'une ressource? Une ressource, c'est une richesse potentielle sur un territoire. Une ressource naturelle, c'est un élément de la nature utilisé par les êtres humains, eau, pétrole, minerais, bois, soleil par exemple. Les énergies fossiles, ce sont des énergies qui ne se renouvellent pas à l'échelle d'une vie humaine. Et enfin, les ressources renouvelables, eh bien c'est l'inverse, ce sont des ressources qui se régénèrent à l'échelle d'une vie humaine ou moins. Donc en cours, nous avons vu deux études de cas, une étude de cas sur le Moyen-Orient, où nous avons notamment constaté que cette région connaît un stress hydrique, voire une pénurie d'eau, et que son accès dépend principalement du niveau de développement du pays et de la ressource disponible. Ensuite, nous avons fait une étude de cas sur l'énergie en Chine, du moins sur les enjeux énergétiques. Et là, encore une fois, nous avons vu que l'accès à l'énergie était inégalement réparti sur le territoire chinois. Produire de l'énergie en Chine est extrêmement polluant et que la Chine n'a pas les moyens de fournir de l'énergie à tout le monde, c'est pourquoi elle a besoin d'importer des matières premières comme le pétrole. Ce qui nous amène du coup à mettre tout ça en perspective à l'échelle mondiale. Eh bien, à l'échelle mondiale, on remarque que l'accès à l'eau est très inéquitable sur la Terre, du fait de la ressource disponible, mais aussi du niveau de développement du pays. De même, pour l'énergie, l'accès à l'énergie dépend en premier lieu du niveau de développement du pays. Alors, que retenir? Tout d'abord que l'accès aux ressources est très inégal. En effet, 80% des ressources sont consommées sur la planète par 20% de la population mondiale, la population des pays développés. En effet, on a remarqué qu'il y avait une corrélation entre le fait que des pays soient pauvres et qu'il n'ait pas accès à l'eau ou qu'ils soient en pénurie d'eau. A l'inverse, on a vu que l'énergie consommée dépend réellement du niveau de développement. Plus on est développé, plus on consomme de l'énergie. Et en parlant d'énergie justement, nous avons également vu en classe que 80% des énergies consommées dans le monde sont en réalité des énergies fossiles. En raison du changement climatique, un réchauffement qui est dû aux activités humaines qui aggravent un phénomène, et j'insiste bien, naturel. Par contre, ce qui n'est pas naturel, c'est la pénurie des ressources. En effet, les ressources commencent à manquer. Et cette prise de conscience a amené certains pays développés, ou moins développés, ce qu'on appelle les pays émergents, à prendre conscience de cet état de fait et entamer ce que l'on appelle une transition énergétique. Une transition énergétique, c'est quoi? C'est le passage d'une forte consommation d'énergie fossile, telles que les hydrocarbures, à des énergies renouvelables. Pour les devoirs et la trace écrite, je t'invite à te reporter sur le cahier des textes sur Pronote pour savoir quoi faire. Quant à moi, je vais t'emmener au chapitre 2, un chapitre intitulé L'alimentation, nourrir une humanité croissante. Et pour commencer ce chapitre, je vais te parler du Brésil. Premier point, nourrir le Brésil, agriculture et sécurité alimentaire. Pourquoi? Dans le thème précédent, sur richesse et pauvreté, je t'ai déjà parlé du Brésil. Le Brésil, c'est un pays émergent, ce n'est donc pas un pays développé, ce n'est pas non plus un pays pauvre. C'est vraiment un entre-deux. Avant d'aller plus loin, petite mise au point sur le Brésil. Donc, comme on l'a vu dans le chapitre sur richesse et pauvreté, les écarts de richesse de la population brésilienne sont extrêmement importants. D'un côté, on peut avoir un IDH très élevé dans une région et à l'inverse, avoir un IDH très très faible qui se rapproche même des pays les plus pauvres du monde. Le Brésil, il n'y a pas que des écarts de richesse. Il y a deux contraintes. La première contrainte, c'est déjà la forêt amazonienne qui occupe un tiers du territoire brésilien. L'autre contrainte, c'est la distance. Le Brésil, dis-toi que ça fait à peu près la même taille que l'Europe. En effet, par exemple, admettons, on partirait de Lisbonne au Portugal et je ne parle pas portugais, donc pas brésilien, donc vous m'excuserez pour l'accent, je suis au sud du Brésil jusqu'à
Juab de Pessoa, eh bien c'est comme si on faisait en Europe Lisbonne, Moscou. Si l'on part de l'extrémité ouest du Brésil jusqu'à Chuy, eh bien c'est comme si on partait de la Norvège jusqu'à la Grèce. Bref, vous l'aurez compris donc, le Brésil, c'est très grand. Le Brésil est un pays émergent et l'une des caractéristiques des pays émergents, c'est la transition démographique. Cela signifie que l'on passe progressivement d'une croissance élevée de la population, une croissance très forte, à une croissance plus stable. Le Brésil est en train d'achever sa transition démographique, ce qui veut dire que la population pour le moment continue d'augmenter. Et en augmentant, cette population crée des besoins alimentaires. Alors, si on observe la production agricole, il faut bien lire la légende. Donc l'indice 100 correspond à l'année de référence par rapport à laquelle on analyse l'évolution de la production. Donc la base 100 se situe en 2006, donc plus ou moins par là. Ce qui veut dire qu'en réalité, depuis les années 1960, la production agricole augmente et elle augmente très 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 fortement. Ce graphique nous apprend également autre chose. Des années 1960 à 1970, si on arrondit un petit peu, la production agricole était supérieure à la croissance démographique du pays. On peut donc émettre l'hypothèse qu'il n'y avait pas de manque alimentaire. Je dis bien hypothèse parce qu'on le sait dans la réalité, ce n'était pas le cas. A l'inverse, de 1970 à nos jours, la production agricole est insuffisante par rapport à la croissance démographique. Il y a donc un déficit, il n'y a donc pas assez à manger. C'est ça que signifie cette courbe. Cette carte est issue du manuel de mes élèves, le manuel Nathan 5e. Cette carte nous montre que le nord du Brésil connaît une situation alimentaire grave, d'insécurité, ce qui signifie que des foyers, comprendre des familles, n'ont pas assez à manger. Plus on va vers le sud, plus cette part diminue. Mais attention, on parle de région. En ce qui concerne maintenant la population elle-même, il y a une différence nette entre la population urbaine, donc la population qui vit en ville, et la population rurale. En effet, si on regarde les chiffres, en 2009, 4,6% de la population urbaine connaissait une situation d'insécurité alimentaire grave, contre 7,1% en zone rurale. En 2013, la part de la population urbaine connaissant une situation alimentaire grave a été divisée par 2, mais ce n'est pas le cas de la population rurale. Cette part diminue moins vite. En effet, on passe de 7,1 à 5,5%. Maintenant que l'on a parlé des inégalités en matière de sécurité alimentaire au Brésil, il est temps pour moi de vous annoncer que le Brésil est la 5e puissance agricole mondiale. Seulement voilà, la production agricole au Brésil est essentiellement tournée vers l'exportation. Donc le gouvernement brésilien a donc dû prendre certaines mesures pour nourrir sa population. En 2003, le président Lula da Silva a mis en place un programme qui s'appelle Faim Zéro. Donc, il a mis en place une distribution de bons alimentaires pour les plus nécessiteux afin que ceux-ci, je cite, puissent manger 3 fois par jour, tous les jours, sans avoir besoin de dons de quiconque. Et en cas de disette, c'est-à-dire une absence partielle de nourriture, à l'inverse de famine où là on est en pénurie totale de nourriture, il a fait en sorte d'ouvrir les réserves publiques à la population, c'est-à-dire la distribution de la part de l'État de ressources alimentaires payées par l'État. Pourquoi l'alimentation c'est important dans un pays, pour le développement d'un pays? Parce qu'en étant bien nourri, les problèmes sanitaires diminuent. Venons-en aux espaces agricoles au Brésil. Le sud du Brésil et plus généralement la façade est est dédiée à une agriculture commerciale et très productive. Cette agriculture, c'est quoi? C'est de la canne à sucre. La canne à sucre est donc exportée ou alors qui est transformée en biocarburant. De plus, le centre du Brésil, essentiellement la région du Mato Grosso, est dédié à l'élevage, essentiellement à l'élevage bovin. À savoir que l'agriculture vivrière, donc ce qu'on appelle la polyculture, c'est-à-dire ce qui se différencie donc de la monoculture, est pratiquée dans la région nord-est. Seulement voilà, la production agricole augmente, la croissance de la population augmente aussi et l'espace agricole augmente également sur le territoire brésilien. Ce que l'on appelle le front pionnier sur la carte. Ce front pionnier, c'est quoi?
Ce front pionnier, c'est la limite entre les territoires, donc des espaces qu'occupent les êtres humains, et la forêt, si je puis dire, qui n'a jamais été territorialisée. Alors, attention, je mets de très grosses guillemets sur ce que je viens de dire. Pourquoi? La population indigène occupe cet espace depuis des centaines d'années. Cette même population lutte souvent contre l'État brésilien et les gros entrepreneurs par rapport à l'espace que ces derniers grignotent sur leurs terres ancestrales. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'on retrouve des espaces naturels protégés dans cette forêt pour lutter contre la prospection d'hydrocarbures ou encore souvent la mise en place de barrages hydroélectriques. Cette carte nous permet également de voir que si l'agriculture est productiviste et commerciale, le développement de l'agriculture biologique prend place au Brésil. Donc de l'agriculture commerciale et productiviste, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Ceci est un champ de monoculture, très certainement du blé ou de la canne à sucre, mais plutôt du blé quand même, qui est moissonné par, par un régiment de moissonneuses-batteuses. Donc cet espace est dédié qu'à une seule et unique plante, donc il y a une perte de la biodiversité. On peut également imaginer qu'il ne s'agit pas d'un champ biologique, donc ce qui veut dire qu'il est un champ qui a connu les engrais chimiques, donc qui polluent les sols également. Donc ça, c'est le modèle de l'agriculture brésilien. Du moins, c'est l'un des modèles. Ce modèle étant destiné à la production de masse, et donc cette production de masse est dédiée à quoi? À l'exportation le plus souvent, ou alors à la production d'un biocarburant. Un front pionnier, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le front pionnier, c'était la limite, la frontière entre l'espace agricole et la forêt. C'est un paysage, on peut le dire, de désolation. La forêt connaît des coupes rases. Souvent, on y met le feu. Pourquoi? Pour faire partir les arbres plus vite. À quoi va être destiné cet espace? Eh bien, cet espace va être destiné à un usage agricole. Avant l'élection du président actuel du Brésil, les récents fronts pionniers qui ont été détruits pour laisser place à de nouveaux champs, ces champs devaient être destinés à la production alimentaire, destinée aux êtres humains et non pas aux animaux. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas faire pousser du maïs ou de l'orge pour l'élevage bovin. Et de même, on ne peut pas pratiquer l'élevage sur ces nouvelles parcelles. Alors pourquoi ces nouvelles dispositions? Ces dispositions ont été prises dans l'espoir de réfréner les promoteurs de nouveaux espaces agricoles. Au Brésil, il y a un autre modèle, c'est l'agriculture vivrière. Ce modèle est vital aux populations rurales qui sont isolées le plus souvent des grandes métropoles. Cette agriculture se base sur ce qu'on appelle de la polyculture, c'est-à-dire que c'est totalement l'inverse de la monoculture. Un champ, un petit bout de jardin va être dédié à autre chose qu'à des mètres et des mètres carrés de salade ou de blé, etc. On va y cultiver plusieurs espèces, plusieurs variétés de végétaux. Et pourquoi pas faire un petit peu d'élevage, par exemple de poules, où en fait les fientes des animaux viendront enrichir la terre naturellement, pas besoin donc d'engrais chimiques. Que ce soit l'agriculture vivrière ou encore l'agriculture productiviste, ces dernières années, le rendement de ces différents types de cultures n'a été qu'en augmentant. Du coup, la production agricole augmente, ce qui veut donc dire qu'on arrive à produire plus avec le même espace. De même, que ce soit pour l'agriculture vivrière ou l'agriculture productiviste, l'export de produits à forte valeur ajoutée, ce qui veut donc dire des produits qui se vendent très cher à l'exportation, comme le café ou les fruits exotiques, permet d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les habitants. Toutefois, l'espace disponible pour l'agriculture productiviste n'a de cesse de s'agrandir au détriment de la forêt. Le front pionnier recule d'année en année et ce n'est pas sans être un motif clivant, que ce soit pour les défenseurs de l'environnement, encore pour les populations amazoniennes. Donc, si on devait définir l'agriculture vivrière, ce serait un modèle agricole destiné aux populations et à leur propre consommation, à l'inverse de l'agriculture productiviste destinée à la production de masse et à l'export. Donc, cette étude de cas sur le Brésil permet de démontrer le fait que l'accès aux ressources alimentaires est encore une fois très inégal et parfois même inégal au sein d'un même territoire en fonction du niveau du développement d'un pays, de régions à l'intérieur d'un pays ou encore en fonction des écarts de richesse entre les populations elles-mêmes. Ce qui nous amène à notre deuxième point afin de mettre tout ça en perspective à l'échelle mondiale. Donc, deuxième point, nourrir une population mondiale en augmentation et aux besoins croissants. Comment considérer
qu'une alimentation est insuffisante à l'échelle d'un pays? Eh bien, selon la FAO, une alimentation est insuffisante si l'on consomme moins de 1700 kilocalories par jour et par personne. Il faut savoir qu'en réalité, 1700 calories pour un adulte, un homme adulte, je précise bien, c'est en réalité presque le minimum pour maintenir son poids. Alors, quelles sont les régions du monde où l'alimentation est insuffisante? Donc, très clairement, on peut observer que l'Afrique subsaharienne, de manière générale, est dans une situation d'alimentation insuffisante, de même que l'Inde, une partie du Moyen-Orient et une partie de l'Amérique du Sud. A l'inverse, les pays où l'alimentation est très riche sont les pays développés. On remarque également que certains pays disposent d'un figuré en forme de triangle. Ce triangle, en fait, signifie les pays où plus de 25% de la population est obèse. Alors, petit aparté sur ceci. Alors, effectivement, en Amérique, globalement en Grande-Bretagne, en Australie, on peut supposer que cela est lié au mode d'alimentation très riche. Mais il faut savoir une chose, et cela a été démontré par plusieurs études de géographie, en réalité, le surpoids, l'obésité dans certains pays est présent en raison du mode d'alimentation de certaines populations, comme par exemple le Venezuela, le Mexique, où en réalité la consommation de féculents est extrêmement importante car peu cher et facile d'accès. Petit point de prospective, donc la prospective, je rappelle que c'est l'étude des faits présents pour anticiper les différents scénarios futurs en géographie. On considère donc les pays en jaune très faibles sont des pays dont les besoins alimentaires ne vont pas spécialement augmenter, ils vont même rester très stables. En orange, ce sont les pays où les besoins alimentaires vont doubler d'ici la fin du 21e siècle. Et les pays en rouge sont les pays dont on va attendre un effet, une explosion des besoins alimentaires. Ces besoins alimentaires vont tripler. Alors essentiellement l'Afrique. Pourquoi? Car la population africaine actuellement augmente très fortement. Il ne s'agit pas de pays émergents, on parle de PMA, donc de pays les moins avancés. Et ce sont des pays qui sont très loin de la transition démographique. Ce qui veut dire que pour le moment, la population n'est pas du tout stable, elle augmente. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire est en progrès, mais reste très fragile. Les pays entourés d'un cadre violet, en fait, ce sont les pays dont un habitant sur 4 au moins est considéré en situation de sous-alimentation. Par exemple, au Yémen, ici, c'est un pays en conflit actuellement, c'est un pays en guerre où la population ne mange pas à sa faim. Sur cette carte, en gris, on voit très clairement les parties, ce qu'on appelle donc les déserts humains, où il y a très peu d'agriculture. Souvenez-vous, lors de l'usage de l'eau, je vous avais montré les cercles agricoles au Moyen-Orient où on creusait des puits pour faire par exemple de la culture de tomates. En orange, ce sont les régions dites d'agriculture productiviste et donc commerciale, essentiellement tournées vers l'exportation ou la transformation en produits de valeur ajoutée comme le biocarburant. Donc l'agriculture traditionnelle et familiale sont les zones en vert où il n'y a pas de grands producteurs, où en fait chaque famille essaye de vivre de sa propre récolte, de sa propre production. Ou du moins, alors faut pas imaginer des petites surfaces, des petits jardins quand même. On est quand même sur des grands espaces le plus souvent puisqu'il s'agit avant tout de nourrir sa famille, puis seulement ensuite de revendre le surplus. Alors, petit point tout de même sur les terres consacrées à l'agriculture biologique dans le monde depuis 2013. L'agriculture biologique, je ne dirais pas que c'est une mode, mais il faut en avoir conscience. Elle est issue d'une conscience écologique sur l'abus d'engrais. Ces engrais chimiques, ils ne sont pas inoffensifs, loin de là. S'ils permettent d'avoir des terres à haut rendement, ils peuvent aussi détruire les terres sur lesquelles poussent les ressources. Si en Océanie, les terres consacrées à... Si en Océanie, on observe que 40% des terres sont consacrées à l'agriculture biologique et 27% en Europe, il ne faut pas oublier que dans ces deux régions du monde, on parle de pays développés. En effet, ce qui explique cette faible part de l'agriculture biologique en Asie ou en Afrique, où il y a de nombreux PMA et de pays émergents, de même qu'en Amérique latine. A l'inverse, l'Amérique du Nord a choisi un tout autre modèle, le rendement pour l'exportation. Le rendement à tout prix. Alors, que retenir de tout ça? Eh bien, tout d'abord, que tout le monde n'a pas accès de manière égale à la nourriture.
En effet, une personne sous 9 est sous-alimentée dans le monde. La sous-alimentation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'incapacité de satisfaire ses besoins énergétiques. La faim est un risque sanitaire, mais la malnutrition également. La malnutrition, c'est une façon de consommer, de se nourrir très déséquilibrée, par exemple par l'excès de graisse. La sécurité alimentaire, c'est la capacité à satisfaire ses besoins en matière énergétique par jour. On produit suffisamment, mais le fait que la ressource ne soit pas équitablement répartie crée des déséquilibres et forcément crée des besoins des régions en manque face à des régions et des personnes qui ont donc accès à la nourriture en abondance. Dans le monde s'opposent ou cohabitent deux systèmes agricoles. L'agriculture vivrière. Je rappelle que cette agriculture est destinée à la production alimentaire au sein d'un foyer, d'une famille et dont l'on revend les excédents. Ce modèle agricole permet d'avoir une agriculture biologique, une agriculture de proximité, des produits locaux, de satisfaire un foyer, mais ne permet en aucun cas la sécurité alimentaire. A l'inverse, l'agriculture productiviste est souvent une agriculture dévastatrice pour l'environnement, mais permet d'assurer justement cette fameuse sécurité alimentaire à l'échelle d'un pays. D'ici 2050, la population mondiale augmentera de 30% et posera la question de la distribution et de la production alimentaire. Comment faire pour satisfaire encore plus de population? Voilà, le cours est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Pronote. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!